C'est très compliqué. Oui. Nous n'avons pas l'habitude de faire le procès des autres partis politiques comme on fait le nôtre en permanence. Nous nous occupons de parler aux Camerounais, nous nous occupons de préparer notre candidat à présenter son projet pour les 7 prochaines années qui arrivent, surtout en cette année 2025 cruciale pour l'avenir de notre pays. On peut s'interroger effectivement sur la réaction d'un membre, M. Elisa en parle du ministre, qui aurait parlé, ensuite un membre un militant du RDPC sur le timing, c'est-à-dire pratiquement la même journée, comme s'il y avait une urgence, à corriger quelque chose. Mais bon, c'est véritablement un problème interne. Nous, on s'occupe de préparer le projet que nous voulons présenter aux Camerounais. Le corps électoral a été convoqué. On va suivre les différentes étapes qui arrivent. Et, voyez-vous, préparer la victoire de la Renaissance en octobre, le 12 octobre 2025. Parlant de victoire, on a suivi justement le président de votre parti, le professeur Maurice Kamto, qui disait justement avoir un plan particulier pour les populations du Grand Nord. Peut-être que c'est l'occasion d'en parler. Quelle est cette particularité de ce programme de Maurice Kamto pour le Grand Nord? Non, si vous aviez lu la sortie du président Maurice Kamto sur cette question, il a précisé que c'était un extrait de son programme global pour l'ensemble du pays. Mais comme il y avait une demande pressante des populations, avec l'actualité de 2 ministres qui ont annoncé qu'ils présentaient leur candidature, parce que les 2 n'ont pas démissionné, parce qu'on entend cela dans l'opinion publique. Il y a un des ministres qui a démissionné du gouvernement, il y a un autre qui est toujours au gouvernement. Mais c'est une actualité extrêmement prégnante qui a fait que le septentrion soit à l'avant-garde des informations au Cameroun ces derniers jours-ci. Et donc, il y avait des appels pressants à M. Maurice Kamto de dire un mot, au vu du silence que nous gardions sur ce qui se déroulait. Alors, M. Maurice Kamto a simplement voulu rappeler aux Camerounais qu'il travaillait pour chaque portion du territoire camerounais. Il a d'ailleurs dit, quand il était à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour une seule partie de la population, mais il travaille pour tous les Camerounais dans leur globalité. Donc dans quelques jours, vous aurez la présentation, non pas seulement de l'extrait pour les populations du septentrion que vous avez vu, mais du programme global de Maurice Kamto sur le plan social, économique, politique, etc., de tout l'espace camerounais. Et non pas seulement sur le territoire, mais également de la diplomatie camerounaise, de comment est-ce que le Cameroun va se déployer sur le plan international. On reste avec vous, Guy Laurent Kwam. On a vu il y a quelques jours, c'était justement il y a 72 heures, dès lors que le corps électoral a été convoqué, le professeur Maurice Kamto a effectué une sortie pour assurer les uns et les autres de ce qu'il sera véritablement candidat. Et là, ça vient donc effacer toutes les confusions et peut-être les doutes qui planaient autour de sa candidature. Monsieur Elon, on a peut-être ressuscité une sortie de Maurice Kamto. Mais avant qu'il y ait le débat sur le mandat impératif, Monsieur Maurice Kamto avait déjà fait une sortie pour non pas expliquer cette affaire, mais de dire qu'il sera candidat. Et pour lui, de manière presque naturelle, il ne voyait pas qu'il y avait un débat sur la primauté de la Constitution sur le code électoral. C'est bien après qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait comme une sorte de méconnaissance, et même dans le milieu universitaire, parce que si ce débat était fort et prégnant, c'est qu'effectivement, il y avait des notions que certains universitaires, parfois chevronnés, ne maîtrisaient pas. Et le débat public a simplement montré aux Camerounais qu'il y avait une possibilité pour certains d'apprendre. Et tous les Camerounais ont appris de cette notion-là. Pour Maurice Kamto, ça a toujours été quelque chose d'assez banal, de dire « je serai candidat ». Je vous ai dit, il avait donné cette phrase il y a plus de 4 mois, au cours d'un échange avec la presse à Yaoundé. Mais je n'arrive pas à comprendre que je vous dise que nous avons des élus, et vous n'arrivez pas à percevoir ce que je vais vous dire. Pour lui, c'était presque logique et normal. Sauf qu'il a compris que non, c'était une polémique. Non. Le MRC a des élus, M. Maurice Kamto sera candidat, comme il l'a déclaré. Et d'ailleurs, quand M. Elise en parlait, je ne l'ai pas interrompu. Il a même parlé du RDPC. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais ça nous regarde, non? Le président Maurice Kamto respecte la loi. La loi lui donne plusieurs possibilités d'être candidat. Et donc, je ne sais pas pourquoi il y a un débat, il sera candidat. Le reste n'est pas important. Parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme
et le son. Alors le véhicule n'est pas important. Okay, on vous dit que M. Maurice Kamto, pour être candidat, soit avec le MRC, soit avec un autre parti politique, soit avec 300 signatures. Il sera candidat. Alors, merci beaucoup pour ces éclairages. Je suis bête, vous voulez comprendre. Il ne faut pas être bête. Si tu es bête, tu prends les notes. On ne peut pas le dire. Merci Charles, Elisa, Patrick, Aubin. Nous restons sur cette question de la convocation du corps électoral. Finalement, on se rend compte que désormais, tous sur la ligne de départ pour une arrivée du 12 octobre prochain au sein du PCRN. Est-ce qu'on peut se dire que cette convocation du corps électoral implique un certain nombre d'enjeux et même des défis? Non, Léné l'a dit, Léné l'a dit. Je crois que le chef de l'État, c'est de particulier, c'est qu'il respecte le calendrier électoral. À chaque fois, on savait à peu près, entre le 8 et le 12, l'année de l'élection passée en 2018, c'était, je crois, le 9 juillet. Si les souvenirs sont très bons, 9 juillet. Donc, il a toujours conscience de cette question-là. Sur cette question, il reste légaliste. On savait aussi que on se préparait à l'élection présidentielle, en l'occurrence, après le dépôt des candidatures, donc 10 jours après, selon la loi, on saurait qui est candidat et qui n'est pas candidat, il faut le dire. Alors moi, je voudrais beaucoup plus insister sur toute la polémique sur la communication. Cette communication presque déjà, disparate, si elle est dissonante. Elle est d'autant plus importante parce que c'est un chef d'État, il faut le dire, c'est un homme public, et je viens de vous lire sur sa page Facebook qu'il s'est porté candidat, ça fait 23 minutes à peine, je viens de lire ça. C'est sa page Facebook. Et de deux, parce qu'il a été aux fonctions pendant 43 ans. Mais avant, il a été 21 ans aux hautes fonctions. Donc, je peux comprendre l'attitude d'un homme d'État, comme M. Sadi, qui a préféré, sur une antenne internationale, jouer la carte de la prudence. Parce qu'annoncer que M. Biya, candidat à 93 ans, cela posera un problème de légitimité et même de diplomatie international, parce que l'âge fait problème sur le plan international. Vous savez, quand on est chef d'État, ou quand on aspire à gouverner un État, on aspire à porter un projet, à bâtir. On démontre qu'on a les facultés physiques, mentales, psychiques. On a le projet qu'on veut mettre en place, on veut implémenter. On indique aux populations que nous voulons continuer à construire ce que nous avons construit. En fait, quand on se prononce à la candidature, c'est qu'on a quelque chose à innover. Mais quand on fait un tout petit peu l'analyse des 40 dernières années, il faut le dire, quand on fait l'analyse du bilan du chef de l'État, personnellement, quand on fait l'analyse de sa situation, ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est le chef de l'État, c'est la personne principale et centrale, on comprend qu'il a des petites difficultés physiques. Il est un peu essoufflé. Pas un peu, il est essoufflé. Il est essoufflé. Il est fatigué, vous comprenez. Et il présente des signes, effectivement, de fatigue, parce qu'il a travaillé pendant 64 ans. 60 ans. Il avait 28 ans quand il était au cabinet civil, il a occupé 2 postes. Le poste, je crois bien, du secrétaire général actuel et le poste du DCC, je crois, 35 ans, si mes souvenirs sont bons. Il était ministre, il était premier ministre à 49 ans. Donc il a géré le pays pendant 21 années, et pendant 43 ans, il a tout fait. Donc on se dit, par rapport aux enjeux d'un État, par rapport aux ambitions d'un État d'émerger, de se repositionner sur la scène internationale et nationale, de revoir l'ensemble de fractures internes. Quand je dis fractures internes, ce sont des projets qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. On a vu aujourd'hui le tissu routier, on en parlerait tout à l'heure. On a vu la diaspora, on voit l'éducation, on voit la santé. Il y a tellement de choses, on se dit que à 93 ans, logiquement, il passerait le témoin. Alors, on reste avec vous. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique et c'est pas logique. C'est une relance. C'est une relance. Durkheim, justement, disait que l'homme est utile pour la science pendant les 5 ans, ou encore la première moitié de sa vie, et nuisible pour la seconde moitié de sa vie si on transposait cela en politique. Est-ce que vous voudrez, par exemple, nous dire qu'à 90 ans, on a atteint la deuxième moitié de sa vie, et donc peut-être nuisible pour la politique? Non, je ne dirais pas qu'il est nuisible. C'est un manque de respect envers l'institution que le Non, je ne dirais pas qu'il est nuisible. Je dirais plutôt que on ne construit pas un pays à 93 ans. Oui. Je vais prendre un cas des États-Unis. Ce grand pays qui a pratiquement 3,5 trilliards de dollars en termes d'économie mondiale a fait confiance à des jeunes de 40 ans et 44 ans. Ce grand pays a élu M. Obama, il avait je crois 46 ans. M. Kennedy avait 40 ans, je crois bien. M. Clinton avait 44 ans. Donc, en fait, quand on a 93 ans, on a passé le temps à bâtir. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait ce qu'il pouvait faire, logiquement. Il a travaillé pendant 64 ans.
Et s'il y avait une touche à apporter, s'il y avait un parpaing à poser sur l'édifice Cameroun, il l'a déjà fait. Ouais. Vous comprenez? Et on ne peut pas attendre, pour nous, notre génération, pour ma génération, ok, attendre d'un patriarche de 93 ans qui entre dans le chantier de construction et des réformes face aux grands enjeux que le Cameroun doit affronter pour l'avenir, pour son émergence. Pour nous, c'est inimaginable. Quand il avait 28 ans, il travaillait. 35 ans, il travaillait. Quand il était ministre, on a vu ses œuvres. Aujourd'hui, on a l'histoire. On était peut-être plus jeune que ça. On a vu les réformes qu'il a apportées. Étant Premier ministre, on l'a vu. Et pendant les 43 ans, il a fait ce qu'il pouvait faire. Logiquement. En toute logique, parce que on risque d'avoir, pour revenir sur votre question, on risque d'avoir un État qui n'est pas dirigé par le chef de l'État. Je dis on risque. Alors, on reste avec vous. Vous parlez justement de candidature avec l'appui de la technique. Je crois que nous allons avoir cette image qui parle de cette déclaration de la candidature du président Paul Biya qu'on peut justement demander à la régie d'agrandir pour nous donner justement de la lire. Cependant, on pourra justement à partir de notre position, déclaration de candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Alors, assurer la sécurité et le bien-être des filles et fils de notre cher et beau pays est donc la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême. Les résultats sont là, visibles, appréciables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Beaucoup reste cependant à faire du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant. Les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dirigeants de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez rassurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité notamment des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. Voilà la déclaration de candidature de son Excellence Paul Biya. Réaction, Michel Michaud-Moussala. D'abord, je doute, je prends du recul comme journaliste, parce qu'on m'a dit face à un effet d'annonce, le journaliste doit prendre du recul. Oui. Il faut que je vérifie les sources de ce document pour que j'ai la certitude, puisque j'aurais souhaité que M. Biya fasse une sortie à travers sa voix, à travers son interpellation personnelle à la nation. Mais est-ce que c'est une preuve, puisqu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut... Mais c'est ça le drame de l'intelligence artificielle, nous le savions tous. La somme des faits qu'on retrouve tous les jours dans les réseaux sociaux. Ça fait que moi, je prends du recul, j'attends une autre forme de communication là-dessus. Admettons que après ou encore à la suite de votre recul, que cela soit vrai pour rester dans votre sillage, quelle réaction serait la bonne? Je me poserais bien des questions. Par exemple, le doute qui a plané en moi pour dire que Biya ne serait pas candidat, c'est finalement réalisé. Oui. Parce que en quoi cela vous pose problème? Ça me pose pas un problème. Certains parlaient de 92 ans. Mais moi, je le dis, Xavier, je suis démocrate. Monsieur Biya, qui a 93 ans, peut déposer sa candidature. Oui. Vous me suivez bien? Tout à fait. Monsieur Biya peut déposer, je l'ai dit sur d'autres cieux, que Monsieur Biya, en qualité de démocrate, est libre de déposer sa candidature pour en appeler au Camerounais de lui accorder encore son suffrage. Mais, en qualité d'analyste, je vous dis que tout le bien qu'on pensera de Biya, si Biya n'avait pas déposé, sa grande sortie devrait s'opérer au cours de cette élection, au cours de cette année. Il devait se mettre au-dessus de la mêlée et faire de ce pays un véritable pays démocratique où les règles du jeu politique qu'il a commencé à implémenter en 90 trouvent le socle de sa sortie honorable. Mais je le dis, ça veut dire que M. Biya jouit de toutes ses facultés intellectuelles, physiques, comme s'il arrivait que ce que vous venez de lire, qu'il déposa sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Je le dis,
s'il arrivait que M. Biya perde cette élection, les Camerounais tels que je les connais vont demander de juger M. Biya sur tous les actes politiques qu'il a posés pendant 43 ans. Ça n'aurait pas été le cas s'il n'avait pas déposé sa candidature? Non. Est-ce qu'il pouvait bénéficier d'une sorte d'humilité totale? Au contraire, les Camerounais devaient le porter. Alors là, si on vous comprend mot pour mot, c'est une erreur de déposer sa candidature. Je dis bien qu'il est libre comme citoyen. Oui. À ça, je le dis, je suis démocrate. Et je Maintenant, pense que du point de vue analytique, c'est mon point de vue analytique, oui, en disant que les Camerounais risqueront d'effacer tout ce qu'ils gardent de bien de M. Biya, parce que, jouissant de toutes ses facultés intellectuelles, physiques, morales, donc déposant sa candidature pour diriger le Cameroun, les Camerounais peuvent remettre en cause un certain nombre de choses qui étaient déjà devenues des acquis. Alors, il y a une autre façon de voir. On dit souvent qu'en Afrique, on n'organise pas une élection lorsqu'on est président pour la paix. Est-ce que là, on peut entrevoir une victoire du président Paul Biya après sa candidature? Je ne suis pas là pour en présager une perte ou une victoire de M. Biya. Certains s'appuient sur les moyens de l'État, le pouvoir de l'État, les finances de l'État, ainsi de suite. Donc, ça a toujours été un exercice pareil depuis que je couvre les élections présidentielles avant 90. Donc, c'est le parti au pouvoir, le candidat président qui dépose sa candidature, qui mobilise. Et cela s'est opéré depuis la nuit des temps, même sur Aïdjo. Il mobilisait l'administration, tous les moyens financiers. C'est ce qui continue avec le RDPC. Donc, tout ce que le RDPC a inculqué en matière démocratique, c'est les voix souvent incertaines. Les voix incertaines, c'est quoi? C'est comme on a créé au Cameroun cette tendance à l'enrichissement, cette tendance à la diplomite, cette tendance au poste ministériel, la rêverie. Parce que Biya a créé la rêverie au Cameroun. Toute personne rêve de devenir ou ministre ou directeur général. Il faut voir comment les gens s'autocontrôlent dans ce pays, Xavier. Il faut lire, il faut voir notre société, comment elle est convertie, elle est même transvertie. Parce que tout le monde, on a créé un système. Tout à l'heure, j'ai aimé l'entrée en matière de M. Zang, qui disait qu'il partait de Bolova pour Douala. Et il a rappelé que ça circulait. Et il a dit que ça circulait. J'étais très content parce que souvent le langage est quelque chose souvent de très. Il faut savoir, quand on prononce les mots, il faut savoir à quoi elle peut vous rattraper. Et lui qui est parti de Bolova pour Douala, sans problème, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a respecté le code de la route. Qu'il a, pour arriver à Douala, il ne faisait pas l'excès de vitesse. Il respectait celui qui venait en face. Mais en face, vous pouvez avoir quelqu'un qui allait boire ses alcools tout le week-end et qui vient de trouver Élise Zang dans sa gauche et que ça crée un accident. Donc, je prends cet exemple, je fais cette approche d'Élise Zang pour dire que vous voyez, le système même politique, si tout le monde était dans la logique, si M. Biya avait mis les lampions tels que il faut voir rouler doucement, prendre sa droite, respecter le code de la route, aller doucement, et excusez-moi, moi il ne faut que de l'analyse. On voit une belle image que vous construisez. Voilà, donc, on n'en serait pas là où nous en sommes. Oui. Cela aurait préservé des vies sur l'étendue de la République, parce que la politique ne serait pas cette violence qu'on voit qui veut s'opérer. Et moi j'en appelle à la pondération politique, parce que d'une manière ou d'une autre, la candidature de M. Biya, moi elle ne me gêne pas. Je suis démocrate. Le président de la République peut se représenter parce qu'il a des arguments. Moi, je prédis ce qui peut arriver demain après-demain. Parce que les Camerounais peuvent donner l'impression qu'ils cassent les petits doigts. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour pérenniser un système qui va pouvoir prendre la voie qu'il aurait tracée, ou c'est parce que ça serait une approche de revoir les choses de la République. Parce qu'en fait, je me serais attendu à ce que M. Biya, face à la rumeur de faire un vice-président de la République, revisant la Constitution à travers cette assemblée qui venait de cesser ses travaux,
prenait sur lui de dire que je vais à une élection présidentielle avec mon vice-président de la République, pour que ça soit comme un peu comme le système américain et comme dans d'autres pays, pour que ça rassure l'opinion de sa volonté, ne serait-ce qu'au sein de son parti, le RDPC, de rassurer les gens, parce que ce qui pourrait se passer, parce que la suite de votre plateau prochainement, quand nous viendrons, on en débattra, parce que nous ne sommes que en train d'entrer dans les échecs politiques qui vont pouvoir s'opérer. Je dis que le président de la République aurait pu revoir la Constitution, dire que je vais à une élection avec mon vice-président de la République. La nation aurait pu dire casse. Merci. Il y a quelque chose que le chef de l'État avait laissé aux Camerounais. Cela veut dire, rassurer les Camerounais. Ce n'est pas le slogan de la paix, parce que nous voulions tous la paix. Moi, j'ai fait des reportages dans des pays en guerre. Je sais ce que ce désordre peut apporter, parce que l'économie camerounaise en a pris un coup. Avec Après l'élection de 92, quand nous sommes entrés dans les villes mortes, dans la ville de Douala, c'est là où l'économie du Cameroun a pris un sérieux coup. Alors pour rester peut-être dans l'actualité, le Camerounais, vous êtes jeune en même temps. Le président parle des jeunes. Je suis ici pour parler au nom de ma chapelle politique. Il va être compliqué. Dont on ne saurait que... Voilà. Il va être compliqué de m'enlever. D'abord de reconnaître enfin, puisque vous dites aussi que je suis citoyen, je suis heureux qu'enfin les militants du RDPC soient soulagés. Parce que... C'est un soulagement? Dans le cas où cette candidature est effectivement de M. Paul Biya. Parce que comme papa Moussa l'a disait tout à l'heure, il est journaliste, il y a un œil quand même de prudence. Avec tout ce qu'on a vu, les Camerounais veulent bien voir si c'est M. Paul Biya lui-même. Parce que j'ai vu que pour la convocation du corps électoral, il y a encore eu un débat sur qui a signé, qui n'a pas signé. Donc c'est très compliqué. Mais nous, je vous ai dit, nous sommes concentrés sur la candidature de M. Maurice Kamto et du programme qu'il présentera aux Camerounais. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai dit la candidature de M. Maurice Kamto et du programme qu'il présentera aux Camerounais. Parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme face au peuple. C'est une formule que chacun doit capter et garder dans la tête. Ce n'est pas l'élection d'un parti politique. Monsieur, ils en fait erreur. Ce n'est pas à lui de présenter le programme de M. Paul Biya aux Camerounais. C'est M. Paul Biya qui s'engage devant les femmes, devant les jeunes, devant l'ensemble du peuple camerounais et leur fait des promesses. Quand on nous dit que maintenant c'est un parti politique qui va être à la présidence de la République, c'est un problème. Allez lire la Constitution. C'est le président de la République qui a des prérogatives en tant que tel. Ce n'est pas un parti politique. Et donc le RDPC n'a pas à s'engager devant les Camerounais pour la présidence de la République. Chaque candidat doit voir les Camerounais dans toutes les directions. Parce que la période de campagne est la période où on montre qu'on est capable de gérer leurs problèmes. Quand on vous dit que sur le plan organisationnel même d'ailleurs, un pays peut choisir un modèle de gouvernance qui soit la décentralisation, le fédéralisme, la centralisation, eh bien c'est parce que celui qui gouverne a un mode de gouvernance. Si on vous dit que la décentralisation est quelque chose de bien, ça veut dire qu'il y a certains domaines où, sur le plan local, le citoyen a envie de voir celui qui manage ces compétences-là. Mais le président de la République, lui aussi, il a des prérogatives et des compétences que lui donne la Constitution. Et pour gérer ces compétences-là, on ne peut pas nous dire qu'on va rester dans un palais ni visible par personne, invisible par tous les Camerounais, mais gérer les Camerounais quand même. Ce n'est pas acceptable. Même pour le respect des Camerounais, ce n'est pas acceptable. Ce que nous voulons, en tant que citoyens, je fais dans la brèche, ce que nous voulons, c'est un homme qui soit au chantier, qui ait des promesses pour des Camerounais où on met les moyens. Moi, je viens de voir, si on estime que cette candidature-là, cette programmation cette déclaration de candidature est bonne, et je souhaite qu'elle soit bonne, parce que contrairement à ce que beaucoup ont imaginé, le MRC est très heureux d'avoir comme, quand je parle du MRC, je parle de M. Maurice Kamto, et des forces qui l'accompagnent. Les forces qui l'accompagnent. L'APC, les partis politiques, dans ce sillage-là. M. Maurice Kamto va affronter M. Paul Biya. Il ne vous fait pas peur? Nous parlions tout à l'heure des moyens de l'État, S'il y a un candidat qui nous a jamais fait peur, c'est M. Paul Biya. Parce que c'est lui qui a un programme à défendre devant les Camerounais.
Et un programme, vous savez très bien, qui est très en dessous de la moyenne. Donc s'il y a un candidat que nous devons affronter en étant à l'aise, c'est bien lui. S'il y avait d'autres candidats vierges qui n'avaient pas un bilan à défendre, ce serait plus compliqué pour nous. Parce qu'il peut faire des promesses et des promesses, même s'il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, on voit qu'en face de M. Paul Biya, qui a déstructuré le tissu social camerounais, qui a déstructuré le tissu économique camerounais, industriel, qui a presque tout mis au sol, nous avons un Maurice Kamto en qui les Camerounais font confiance. C'est pour ça que l'élection de 2025 sera un face-à-face entre M. Maurice Kamto et M. Paul Biya. Ce sera un face-à-face entre les forces obscures du RDPC et les forces de la lumière de la Renaissance. Et pour cela, nous appelons tous les partis politiques qui ont encore foi en ce pays, parce que ce pays est une belle promesse. Et nous avons vu qu'en 43 ans, M. Paul Biya n'a pas pu réaliser cette belle promesse, qu'est celle du Cameroun fort. Nous appelons tous les partis politiques des forces positives. Nous appelons le PCRM, nous appelons le SDF, nous appelons tous les autres à nous retrouver autour d'une candidature forte qui va affronter les forces obscurantistes. Alors justement, et mettre M. Paul Biya. Juste 30 secondes. Est-ce que lorsque vous prononcez le PCRM, ça veut dire que vous élarguez notamment cette possibilité d'avoir une sorte de candidature unique qui implique également le PCRN, avec notamment ce qu'on pourrait appeler les primaires? Il y a 7 ans, par le passé, il se trouvait que Cabral Libi et professeur Maurice Kamto avaient du mal à s'entendre. Selon certains analystes, le professeur Maurice Kamto, qui n'entendait pas et qui ne voyait pas comment il pouvait se mettre sur la même table que Cabral Libi, il voulait absolument que si jamais il y a union, que Cabral soit derrière lui. Est-ce que la possibilité d'avoir un Cabral devant le professeur Maurice Kamto est envisageable? Mais, monsieur Maurice Kamto, vous avez parlé de certains analystes. Oui. Vous n'avez pas dit selon les faits. Oui. Dites-nous, rappelez-nous. Les faits sont clairs. Monsieur Maurice Kamto l'a rappelé. Il a même essayé de rencontrer Cabral Libi, qui, par des circonstances malheureuses, n'a pas pu arriver au dernier rendez-vous. Donc oui, par des circonstances malheureuses. Il a expliqué que papa avait eu des soucis de santé, il n'a pas pu s'y rendre au dernier rendez-vous. Bon, enfin, je fais confiance à ce que Cabral dit. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas pu travailler comme il était possible de travailler. Mais monsieur Maurice Kamto a rappelé, et il le dit toujours, je suis ouvert à toute discussion. Maurice Kamto est le seul opposant camerounais qui a pris son bâton et qui a rencontré tous les autres, qui est allé vers tous les autres. C'est un fait. Merci. Je ne sais pas de quelle analyse on parle. Et il a dit, pour qu'on puisse avoir un candidat, non pas un candidat unique de l'opposition, c'est un leurre. Vous savez que c'est pas évident d'avoir un candidat unique de l'opposition, mais il est possible d'avoir un candidat de large consensus. Monsieur Maurice Kamto a dit, mettons simplement les critères. Dans un panier, on fait un brainstorming et on sort des critères objectifs. On pourra voir qui sera le candidat de large consensus de l'opposition. Et puis, 2 ou 3 autres éléments. Il a dit, bon, quand on va à une élection, par exemple, on ne peut pas aller à une élection sans savoir comment est-ce qu'on va gérer le contentieux. Si on ne peut pas gérer le contentieux, comment on fait? C'est un problème. Merci. Donc il faut avoir de l'intelligence pour savoir comment. Maintenant, quand certains nous disent qu'on peut faire un tirage au sort, on dit waouh. Donc on peut faire un tirage au sort et avoir un genre de Dieu Momo qui dit qu'il est de l'opposition, qui est candidat du Merci. Merci beaucoup Guy. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire d'intelligence sur cette question. Restons intelligents. Merci. Alors Patrick Obam, réaction sur cette candidature du président Paul Biya, et encore que sur ce plateau, Guy Laurent Kwam essaye de mettre à nu ce qui se susurrait depuis longtemps, comme quoi il y a une possibilité d'une union véritable entre Cabral et le professeur Maurice Kamto. Serez-vous prêt à rester derrière ou alors accepterez-vous être devant? Alors, je suis très surpris par le rebondissement des positions variées du MRC. Position variée, vous dites. Ces rebondissements et ces positions variées, je suis très surpris. J'étais très amusé tout à l'heure quand mon frère et camarade s'exprimait sur les nouvelles positions de son candidat, le professeur Maurice Kamto. Je suis très surpris d'entendre certaines choses sur le plateau. Bon, écoutez, ma grand-mère me disait, il faut vivre pour voir les choses. Espérons qu'on verra des choses d'ici le jour de la campagne. Écoutez, soyons sérieux, soyons clairs. Vous comprenez un peu? Oui. Ce qui s'est passé en 2018, effectivement, c'est que les deux se sont rencontrés, ils ont discuté d'une feuille de route. Voilà ce qui s'est passé. Et là, j'invite les militants du MRC et le professeur à démentir, même à réagir sur son idée. Ils sont accordés sur une feuille de route relative à la surveillance du vote. Il était question que les deux équipes se mettent ensemble. Et le professeur a demandé à l'honorable Cabral Libi de rédiger un protocole d'accord, ce qui a été fait. Ils ont eu une rencontre au cours de laquelle il était question qu'on boucle le contrat, et le professeur Maurice Kamto, accompagné d'un éminent journaliste que vous connaissez, jeune homme qui est votre confrère, il a dit
tu ne peux pas être président de la République, tu n'as pas la technologie, il faut te rallier à moi. Et il faut dire aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent, que le mot ralliement, effectivement, n'est pas un mot politique. Parce que nous sommes dans une coalition. Si on parle de coalition, on parle de coalition de quoi? Pas des individus. Une coalition de programmes et d'idées. Qu'est-ce qu'on met ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble après les élections? S'il y a un contentieux, comment on se comporte? Si nous gagnons l'élection présidentielle face à M. Paul Biya, quelle est la suite du projet? Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas deux individus. Vous comprenez? Deuxième cas de figure, il faut le dire, il a encore dit que la coalition, c'est la cohésion d'idées. C'est la concertation. Mais Maurice Kamto ne veut pas de concertation, il veut l'alignement politique. C'est l'alignement politique. Et dans l'alignement politique, il n'y a pas de coalition, je suis désolé. Il faut le dire aux Camerounais. Cette idée selon laquelle vous dites que je suis le tireur de pénalty, je suis le seul choix, vous alliez, ce n'est pas la position du PCN, nous sommes dans le cadre de la concertation. Et c'est pour ça que nous sommes ouverts avec le groupe de Douala, nous sommes ouverts avec tous les autres qui parlent de cohésion d'idées. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est deux approches politiques différentes. Dire que c'est moi le candidat, ce n'est pas négociable, c'est ma tête, c'est ma position, ça c'est sa position à lui. Et c'est pour ça que l'honorable Nietzsche a adressé un courrier à l'honorable Cabral Libi, vous vous souvenez, où il a dit, bon, notre candidat, notre cheval de bataille, c'est M. Maurice Kamto, viens te rallier à M. Kamto. Et Cabral a réagi, l'honorable Cabral Libi a réagi, je suis d'accord avec toi, c'est une belle approche, mais nous sommes dans une autre logique. C'est se concerter, c'est se discuter. Et il faut dire aux Camerounais, attention, attention. Parce que là, nous parlons aux électeurs, le corps électoral a été convoqué. Il faut comprendre ce qui ferait l'opposition. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que ce n'est pas cette discordance? Non, mais écoutez, les Camerounais auront le choix de leur décision. Je crois que c'est le 15 octobre, le 12 octobre, pour être plus précis. Mais il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui freine l'opposition camerounaise. Où se trouve le problème? Il faut le dire aux Camerounais. Nous sommes pour une concertation. Nous sommes pour une concertation, une cohésion des projets. Vous comprenez? Et le noir Cabral Libi l'a dit. Depuis 2018, il est le seul qui a dit « Je peux m'aligner derrière. Je peux prendre le second rôle. » Mais il faut qu'on s'asseye, qu'on discute ensemble. Alors cette idée de dire que bon, là je suis respectueux envers le professeur, on me l'a appris chez nous au PCN, je suis respectueux. Donc, cette question, il faut le dire à ce niveau-là. Les Camerounais doivent comprendre que l'alignement n'est pas la coalition. La coalition des partis. La coalition, c'est une coalition, pas de personnes, je suis désolé. C'est une coalition de projets, de programmes politiques entre deux factions politiques qui s'asseyent mutuellement, qui travaillent ensemble, qui discutent et qui simulent même après les élections. Et nous avons dit encore que nous sommes même favorables à une coalition de transition. Parce que l'état dans lequel le Cameroun se trouve, un état de délabrement, c'est ce que nous disons et tous les Camerounais sont d'avis. Il fallait une équipe. Et là, le noir Cabral Libi a dit, il est prêt à s'aligner. Ça veut dire que, écoutez, si c'est le doyen, le père, Michou qu'on va choisir pour être président de la coalition, qu'il se mette et qu'il a une feuille de route. Et au cours de cette feuille de route, il va apporter tel changement, il va réviser la constitution à ce niveau, au regard de la loi, bien sûr. Et nous sommes favorables. Donc, cette position est importante. Maintenant, sur la candidature de votre question, sur la candidature de M. Paul Biya. Oui. Écoutez, j'ai convoqué tout à l'heure deux notions. La notion de légalité, de mon point de vue, et de légitimité. Sur le plan légal, nous sommes démocrates, à la base. OK? Il a posé un acte de modification constitutionnelle qui lui permet d'être candidat même après 200 ans. Vous comprenez? Là, c'est la Constitution qui le prévoit. Puisque la Constitution a été modifiée en sa faveur, et il tient le pouvoir, il tient les rênes du pouvoir. Et il faut dire qu'on n'est pas au pouvoir parce qu'on a aimé des Camerounais. On est au pouvoir, et ça s'apprend en sciences politiques, parce qu'on a un ensemble de leviers et de manettes pour contrôler le pouvoir et pour l'imposer aux autres. Ça a été le cas de plusieurs présidents à la tête du pouvoir. Donc, sur le plan légitime, je dis sur le plan légitime parce que la légitimité et la légalité, c'est deux choses différentes. Oui. Dans la légitimité, il y a une notion de... Vous sortez? Oui, il y a une notion morale, de bon sens. Il y a une notion d'ordre éthique. Et ça, c'est vraiment relatif. Et je peux être d'accord avec Charles Lee, c'est vraiment éthique. Nous pensons que quand on a 93 ans et qu'on a travaillé pendant 63 ans, nous pensons qu'il faut céder. Il faut encourager. Je ne dis pas que ce n'est pas légal. Il faut encourager, il faut former d'autres. Et il faut rester en arrière parce que le peu de temps que Dieu vous donne à vivre, vous pouvez corriger des manquements. Et il faut parfois vous dire, ok, on m'a donné le pouvoir, j'avais 49 ans. Celui qui m'a donné ce pouvoir est parti. Avant la retraite, il avait 59 ans. Si on conserve la retraite à 60 ans.
Alors, Il a travaillé. Donc, rappelons d'ailleurs qu'il y a une sortie de Maître Alice Com qui allait dans le sens donc nous sommes, que vous évoquez pour être à ce moment précis. Nous préparons l'élection présidentielle. Vous comprenez, c'est un rappel que je voulais faire. Nous préparons l'élection présidentielle pour battre M. Biya, c'est notre adversaire politique. On s'est entraîné à le faire. Vous comprenez. Nous sommes présents dans les 10 régions. Récemment encore, vous avez vu, on a défilé dans le nord-ouest, au fond de Merci. Et donc, nous n'avons pas touché avec cette question. Merci. Les Camerounais vont décider au moment venu, mais il faut leur expliquer ce qui se passe entre la coalition et l'alignement. On ne s'aligne pas derrière un homme. On met ensemble les idées et les programmes et on les propose aux Camerounais. 10 secondes, parce qu'il a 20 secondes. D'accord, on va vous arrêter. J'en prends 2. D'accord, allez-y. Il a sollicité que je puisse dire un mot sur son intervention. Je vais le dire. Et ce sera un fait. Le groupe de Douala dont il a fait allusion, l'un des responsables du groupe de Douala a dit, si un homme politique qui a été le plus ouvert aux discussions sur la coalition, c'était M. Maurice Kamto. Je n'ai plus rien à dire. Alors, rappelons qu'il y a deux. Il y a Anissé Kané, il y a également Cyril Salomba. Voilà, il a dit, M. Anissé Kané, de tous les hommes, s'il vous plaît, je n'ai pas intervenu. Il a dit, c'est un acteur extérieur, de tous les hommes politiques que nous avons rencontrés pour avoir un candidat consensuel, celui qui a été le plus ouvert était M. Maurice Kamto.